Bon, faut que je vous fasse un aveu. Quand j'ai fait ma critique sur le film Le Secret de Nîmes 2, j'avais vu le film peu de temps avant et du coup j'avais un avis plutôt à chaud, comme on dit. De ce fait, je suis passé à côté de beaucoup d'éléments au point de me dire que le film était plutôt sympa mais inégal. J'avais même presque excusé l'aspect mauvais du film en disant que c'était une suite commerciale. Mais voilà, peu de temps après, je me suis mis à découvrir la quadrilogie des films Fievel, en partie le 3 et le 4 qui sont eux aussi des DTV et qui étaient de bien meilleure qualité. Si vous vous rappelez, j'avais expliqué que les films Fievel 3 et 4 avaient la particularité de respecter l'univers des deux premiers films malgré leur petit budget, et qu'ils réussissaient à proposer quelque chose de véritablement intéressant. De ce fait, mon regard s'est de nouveau porté vers Le Secret de Nîmes 2, et en le revoyant, je me suis rendu compte à quel point il était mauvais. Alors bien sûr, c'était pas la première fois que le film se fait démolir sur YouTube, à raison, bien que pourtant il possède une poignée de fans qui le soutiennent tout autant que le premier film. Et en effet, si on regarde juste le film comme ça, il a l'air juste d'être une suite sympathique. Mais croyez-moi, c'est loin d'être le cas. Pour vous donner un exemple, lorsque je l'ai revu, je me suis rendu compte de détails que j'avais pas fait attention pour ma vidéo et qui rendent le film encore plus mauvais. C'est pour cela d'ailleurs que cette vidéo, c'est un match trop tour. Alors bien entendu, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans ma première vidéo. C'est pour cela qu'on va attaquer directement le vif du sujet. C'est parti pour Le Secret de Nîmes 2. Le film s'ouvre donc sur un résumé du premier film, mais plus particulièrement sur l'exploit de Jonathan Brisby. Brisby quant à elle sera juste évoqué dans ce flashback. En fait, ce résumé se concentre tellement sur l'exploit de Jonathan Brisby que si t'as pas vu le premier film, le début te laisse supposer que c'est l'histoire principale, alors qu'en réalité, même dans le premier film, l'histoire de Jonathan était un flashback. Néanmoins, si ce début de film met autant l'accent sur l'exploit de Jonathan Brisby, c'est pour inclure... Nicodémus le prophète prédit que les scientifiques de Nîmes reviendraient capturer les rats, et que l'un des fils de Jonathan Brisby serait choisi pour les sauver. La fameuse prophétie rajoutée en traître. En traître parce que évidemment elle n'a jamais été évoquée dans le premier film. Cependant le film tentera de la justifier, mais cela restera incohérent, mais on verra ça plus tard. Pour l'heure, comme j'avais évoqué dans ma première vidéo, la fameuse prophétie n'a absolument aucun sens déjà. Dans le premier film, les rats devaient déjà échapper à Nîmes et la vallée de Thorn était la solution. Et étant donné que dans ce deuxième film, Nîmes sont toujours à la poursuite des rats dans la même ferme que dans le premier film, c'est tout bénef pour eux. Et puis en plus quand on voit où est située la vallée de Thorn, faudrait vraiment que Nîmes aille à l'autre bout du monde pour les retrouver quand même. Mais on va jouer le jeu et on va se dire, ok, c'est donc ça la prophétie. Donc, en résumé, Nîmes reviendra capturer les rats et c'est à ce moment que un des deux fils de Brisby sera choisi pour les sauver. Et étant donné que le titre original du film est Le Secret de Nîmes 2 Timmy à la rescousse, le postulat du film nous est présenté. Notez cependant que si dans la version française il est mention des deux fils de Brisby, dans la version originale, il parle des 4 enfants Brisby. Mais il est cependant dommage que le film ne se concentrera uniquement que sur les 2 fils Brisby. Et oui, désolé les filles. Après l'apparition du titre, nous suivons Timothée et Martin en pleine course. Évidemment, c'est Martin qui gagne, n'hésitant pas à humilier son petit frère, Timothée étant le plus faible des 4 enfants. En voulant prendre un raccourci pour rattraper son frère, Timothée tombe dans un piège de Nîmes. Ce qui alerte des hommes de Nîmes, toujours à la recherche des rats dans la même ferme depuis 1982. Et c'est ainsi que nous faisons la connaissance de l'antagoniste du film, le professeur Valentin. Professeur Valentin. Le traitement de l'entreprise Nîmes dans cette suite est purement et simplement manichéen, mais j'en reviendrai plus tard dessus. Timothée est donc enfermé dans la cage et c'est Martin qui intervient pour le sortir in extremis. Le professeur Valentin et son adjoint découvrent la cage complètement vide avec le loquet ouvert et supposent que les souris de Nîmes sont dans le coin. Après quoi, on retrouve Timothée et Martin derrière un arbre qui se remettent de leurs émotions. On apprend de la bouche de Timothée que c'est la dernière journée qu'il passe entre frangins puisqu'après Timothée va partir pour la vallée de Thorn pour accomplir la prophétie. C'était notre dernière journée ensemble. Nicodémus aurait dû te choisir. Pour une fois, on est d'accord. Ah là 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 là, c'est un faux départ pour le film. Tout à fait, dès le début du match, il y a déjà un faux départ. Si vous avez bien écouté, c'est lorsque les rats seront de nouveau capturés par Nîmes que l'un des 2 fils de Brisby sera choisi pour les sauver. Sauf qu'actuellement, nous sommes au début du film, l'événement déclencheur n'a pas encore eu lieu, que Timothée a déjà été choisi. Et sans aucune explication. Ou presque. Le fait d'avoir fait de Timothée le héros de ce second opus était en fait offert sur un plateau. Dans le premier film, Timothée était un petit peu la raison de pourquoi est-ce que le film ne se terminerait pas en 2 minutes. Ayant chopé une pneumonie, il ne peut pas quitter le lit durant 3 jours. Et le problème c'est que Brisby et sa famille n'ont pas 3 jours pour partir de leur maison. C'est pour ça que Brisby va demander l'aide des rats de Nîmes de déplacer sa maison. Du coup, lorsqu'on aperçoit Timothée en pleine forme en fin de film, il nous paraissait évident que s'il devait y avoir une suite, ce serait Timothée qui en serait le héros principal. C'est pour cela qu'après l'apparition du titre, le premier
personnage que nous apercevons, c'est Timothée. Et vu comment le scénario semblait se diriger, j'ai bien dit semblait se diriger, Timothée serait devenu le héros du film en accomplissant des actes de bravoure en sauvant les rats de Nîmes. D'où le titre même du film. Sauf que le problème, c'est que le film a choisi Timothée dès le départ sans aucune explication. Parce que je rappelle, la prophétie ne sait elle-même pas qui entre Timothée et Martin sera choisi. Mais le problème, c'est que le film décide de jouer la carte du c'est tellement évident que c'est Timothée qui sera le héros de cette suite, qu'il devient l'élu sans aucun contexte. Le film essaye cependant de glisser ça subtilement comme si c'était prédit dès le départ, comme le mentionne Timothée. Nicodémus aurait dû te choisir. Sauf que, encore une fois, quand Nicodémus a écrit cette prophétie, il avait bien précisé que ce serait un des deux fils Brisby. Nicodémus, le prophète, prédit que les scientifiques de Nîmes reviendraient capturer les rats, et que l'un des fils de Jonathan Brisby serait choisi pour les sauver. Nicodémus aurait dû te choisir. Et non Timothée directement. La question reste à savoir qui l'a choisi du coup. Ce à quoi Martin répond ceci. Les rats de Tente Valley avaient le choix entre les deux fils Brisby. Pourquoi ils ont pris l'avorton? Ok, donc maintenant ce n'est plus Nicodémus, ce sont les rats de Tente Valley qui l'ont choisi. Donc déjà ça ne respecte pas ce qui a été dit au début du film, mais en plus ça contredit complètement ce qu'a dit Timothée. Et ça ce n'est que le début d'un des plus gros problèmes du film, c'est que le scénario fait ce qu'il veut. Et vous allez voir jusqu'où ça peut aller. Pour ce qui est de la prophétie, sa seule véritable utilité dans le film est qu'il est là pour provoquer une certaine jalousie de Martin envers son petit frère. Pourtant le film met un terme à cette querelle en laissant Martin s'excuser et en lui offrant son propre lance-pierre. Martin disant même à son petit frère ceci. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu seras super. Je t'assure. Allez, debout, ou tu vas louper ton avion. Nous donnons donc la sensation que cette jalousie n'est là qu'au début de film, et que c'est bon, c'est réglé. Après quoi, Timothée essaie d'utiliser le lance-pierre, mais se foire complètement. Martin lui propose un deuxième essai en lui donnant quelques conseils. Ce qui, en soi, et symboliquement, on enterre la hache de guerre. Cette fois-ci, Timothée réussit son coup, mais touche une des ailes de Jérémie. Ce dernier étant venu le chercher pour l'emmener à la vallée de Thorn. Ce qui est en soi une bonne transition pour que l'on retrouve la famille Brisby au complet. Ainsi, on retrouve tous les personnages du premier film qui ont évidemment grandi ou vieilli. Donc Brisby qui, dans cette suite, se contentera juste de faire un caméo. Même si on a droit à un joli petit échange entre elle et Timothée, avec un plan où Martin est toujours jaloux de son petit frère. Mais putain! D'ailleurs, durant la discussion, on a droit à une petite référence rapide au premier film. Brisby expliquant à Timothée que s'il a un problème, il doit aller voir le grand hibou comme elle l'a fait. Mais évidemment, comme tout enfant qui doit quitter la maison, Timothée ne se sent pas prêt du tout. C'est alors que Martin lui claque ça dans la figure. Pense à papa qui a donné sa vie pour les sauver de Nîmes, parce que c'était un vrai héros, lui. Alors oui, Jonathan est un héros, oui. Mais t'oublies un petit peu que ta mère s'est littéralement cramé les mains avec un collier magique en soulevant la maison pour éviter que vous vous noyiez dans la boue. Putain, mais c'est fou comment est-ce que Brisby, Cynthia et Teresa sont balayés de la main dans cette suite. Surtout que, bon, ok, c'est Timothée le héros de cette suite, donc évidemment Brisby passe au second plan, ce qui est logique. Par contre, ce qui l'est moins, c'est qu'on fasse complètement abstraction de tout ce qu'elle a fait dans le premier film. Après sa sortie en 1982, Brisby était devenu un des personnages de dessin animé les plus reconnaissables, et aujourd'hui encore. On reste quand même un minimum content de la voir, mais je sais pas, il y a une certaine frustration, on aurait aimé qu'elle soit un peu plus présente à l'écran. Bref, donc Jérémie emmène Timothée à la vallée de Thorn, pendant que Martin continue d'être jaloux de son petit frère, putain de merde, en se plaignant que Nicodémus avait mal choisi et que de toute façon c'était un vieux rat gâteux. Ce vieux gorille poilu. Il a fallu qu'un vieux gâteux prenne sa boule de cristal. Non mais, tu le fais exprès le film. Au début c'était on savait pas, après c'était Nicodémus a choisi, après c'était les rats de Nîmes qui ont choisi, et maintenant c'est de nouveau Nicodémus. Et putain, bande de clochards, je viens juste de me rendre compte du remontage de la vidéo. Le décor utilisé lorsque Tati Musaren parle est celui de Martin avec un zoom. Bande de feignants. Bref, après sa crise d'adolescence, Martin décide de partir accomplir son destin. Ou pleurer dans un coin vu l'âge qu'il a. Ensuite, nous retrouvons Timothée et Jérémie qui arrivent à la vallée de Thorn. L'un des aspects positifs de cette suite, cependant, c'est qu'il essaie de proposer du neuf en nous présentant la vallée de Thorn, ce qui ajoute de l'originalité à cette suite et évite d'être une bête repompe du premier. Mais avec un scénario ultra classique. Même si l'élément scénaristique de Timothée qui part faire sa vie dans la vallée de Thorn provient du bouquin Rasco et les rats de Nîmes. En vérité, il est très difficile de dire si cette suite est une véritable adaptation non officielle du bouquin, principalement parce que les éléments présentés étaient aussi présents dans le film. Mais certains éléments me laissent penser que c'est en effet une adaptation non officielle du livre. Ils auraient pu faire une suite où on vit à nouveau Brisby qui doit à nouveau déménager parce qu'un tracteur va à nouveau détruire sa maison par exemple, ou qui découvre une nouvelle communauté de rats, etc. Mais étant donné que cette suite direct vidéo traite
de Timothée, un des enfants de Brisby qui doit faire sa vie dans la vallée de Thorn, je pense qu'on peut laisser supposer qu'ils ont lu le bouquin. Timothée et Jérémie arrivent donc à la vallée de Thorn sans un certain panache, et c'est là qu'on découvre avec horreur que cette suite a été purement et simplement disneyfiée avec l'apparition des chansons. Prends une friandise, elles sont toutes au fromage. Dans le premier film, il y avait bel et bien une chanson chantée. Fais gaffe au pléonasme. C'est durant la scène où Brisby donne le remède à Timothée, malade. Cependant, aucun des personnages présents ne la chante, la musique étant juste là pour accompagner l'image, rendant la scène juste belle et magnifique. Mais la MGM, dans leur délire de vouloir copier Disney avec les directo vidéo, ont décidé eux aussi de rajouter des chansons. Je suis fou. Surtout que bon, tout ça c'est juste pour dire bienvenue Timothée dans ta nouvelle maison. Bref, c'est avec grand plaisir que nous retrouvons les personnages de Justin et le Dr. Aegis, dont ce dernier donne des cours d'aérodynamique à Timothée. Un héros doit savoir. Et Justin qui entraîne Timothée à se préparer à l'éventualité. Quel destin. Tout le monde dit ça à longueur de journée et je ne sais même pas ce que je dois faire. Pour l'instant, personne ne sait ce qui nous attend. Pardon? Vous savez pas? Mais la prophétie qui est en début de film! Allez, calme-toi terre, tu as déjà fait, tu peux continuer. Après quoi, nous avons droit à une scène d'introspection où Timothée se pose des questions quant à son avenir et c'est Justin et le Dr. Jones qui vont tenter de lui donner une réponse. Mais Timothée est de plus en plus persuadé de ne pas être le bon choix, et tout cela en chanson! Acceptons toutes les missions. Je serai digne de lui. Chanson qui, au final, se résume à Timothée qui se plaint de ne pas être à la hauteur de son père, alors que visuellement, il fait preuve de beaucoup de bravoure. Donc, après un saut dans le temps où nous découvrons un Timothée adolescent, tu es à mes côtés, et j'ajouterai une pierre à l'édifice que tu as commencé. Justin vient le chercher pour lui confier une mission. En effet, Justin et quelques rats partent en expédition pour récupérer du ravitaillement pour la vallée, et ils ont besoin de Timothée pour faire le guet et les prévenir si quelqu'un arrive. Alors bien sûr, au premier coup d'œil, cette mission a l'air capitale pour la survie de la vallée, mais en réalité elle est totalement stupide. Dans le premier film, en effet, les rats étaient obligés et forcés de voler des affaires aux fermiers pour leur communauté à eux, et l'idée de l'utopie de la vallée de Thorn leur permettrait de pouvoir être totalement indépendants sans devoir voler, alors même jusqu'à faire leur propre plantation. C'est d'ailleurs même ce que l'on voit lorsque Timothée arrive. Donc du coup... À quoi ça leur sert? Mais Timothée, qui a visiblement chopé la crise d'adolescence de son frère Martin, n'est pas très content de ne pas pouvoir faire ses preuves et reste assis en train de bouder. Mais vraiment, il est vraiment en train de bouder en fait. C'est alors qu'il entend un bruit et décide d'aller voir ce qui se passe. C'est avec beaucoup de courage et la queue entre les jambes que Timothée rencontre le nouveau personnage de ce film. Et il révèle sa position par grosse maladresse. Ce nouveau personnage n'est autre que Jenny McBride qui va accompagner Timothée dans son aventure. Si elle s'est trouvée dans cette poubelle, c'était tout simplement pour se nourrir. Mais pas le temps de papoter plus puisque la scène d'action arrive. Un système de fermeture automatique. Comment tu sais lire? Oui. Oui, alors Timothée, le fait qu'elle ait pu te parler en comprenant ce que tu dis et qu'elle soit habillée montre déjà qu'elle est intelligente. Cette phrase est un petit peu sortie de son contexte, non? Justin, elle sait lire. Lire? Et putain, mais n'en rajoutez pas non plus. Bon, j'en fais une blague, mais pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas compris, dans le premier film, on nous explique que la société Nim ont fait des expérimentations sur les souris et les rats, ce qui a eu pour conséquence de les rendre plus intelligents. C'est justement grâce à cette intelligence que Nicodemus a pu lire ce qui était inscrit sur sa cage et a pu ouvrir le loquet. Mais comme peu ont cette capacité, le fait d'en découvrir une qui sait le faire naturellement est tout à fait surprenant. Il était même expliqué dans le premier film que Jonathan avait appris à Brisby à lire. Du coup, le fait de découvrir une souris comme Jenny qui arrive à lire fait poser plein de questions au groupe. De retour dans la vallée, Jenny est interrogée et elle explique donc la situation. Écoutez, on m'a dit de prendre contact avec vous. Voyez-vous ça? Mais nous, on ne veut prendre contact avec personne. Et puis, qui est au courant de notre existence? Mes parents, pour commencer. Et qui sont vos parents, mademoiselle? Les McBride. Les McBride de Nîmes? Ceux qui ont fui avec nous? Mais c'est impossible! Ils sont morts lorsqu'on s'est échappé de Nîmes. Non. Ils ont été aspirés dans le système de ventilation, mais ils ont atterri sur un matelas dans la cave. Ils sont restés cachés là jusqu'au moment où ils ont retrouvé assez de force pour monter le conduit. C'est là qu'ils se sont fait piéger. Le professeur Valentin les a remis en cage. On voulait s'enfuir.
Ok, donc à en comprendre le flashback, les parents de Jenny seraient toujours retenus captifs par Nîmes depuis l'évasion des souris et des rats, c'est-à-dire plus exactement depuis le premier film, et Jenny requiert l'aide des rats de la vallée de Thorn pour les sauver, tout en rajoutant que Nîmes prépare un plan démoniaque à la prochaine pleine lune. Mais il va se passer quelque chose de terrible à Nîmes. Personne ne peut dire exactement ce que c'est, mais on est sûr que ça se produira à la prochaine pleine lune. À la pleine lune? Donc à en comprendre cette information via le raisonnement suivant. On s'en bat les couilles de la prophétie. À partir de ce point précis, l'objectif sera donc de sauver les parents de Jenny, et d'empêcher Nîmes de réaliser leur plan démoniaque, quel qu'il soit. Et c'est à ce moment qu'on pourrait se dire que enfin la prophétie se met en marche. Sauf que, pourquoi dire que Nîmes reviendrait capturer les rats si ce sont des souris qui ont été capturées? Des souris qui ont été capturées depuis déjà belle lurette. Des souris que personne n'en pensait aller chercher parce qu'on les pensait morts. Des souris et sans doute des rats qui étaient déjà captifs avant même que Nicodemus écrive cette prophétie. Alors déjà que la prophétie n'était pas vraiment respectée depuis ces 30 minutes de film, on espère cependant qu'elle va survivre un minimum. Je mets de côté une scène montrant deux chats se faire kidnapper puisque tout ce que ça implique c'est juste démontrer oh combien Nîmes sont maléfiques. Voilà, manquerait plus les éclairs et t'as le combo parfait. Nous retrouvons Timothée et Jenny qui attendent impatiemment la fin du vote. Tant, ça fait 2 heures qu'ils votent. C'est quoi 2 heures dans une vie? Monsieur Hedges dit que tout vient à point qui sait attendre. C'est à ce moment que Jenny évoque à Timothée ce qu'il a subi chez Nîmes. T'as le regard du... Vas-y, casse-toi sur ma mère. Vas-y là, tu gonfles les frettes. Alors que Jenny se lance dans une comparaison de classe sociale envers sa famille et celle de Timothée, parce qu'évidemment que Timothée a connu le luxe, c'est à ce moment que l'on apprend que Timothée n'a plus de nouvelles de sa famille depuis qu'il est arrivé à la vallée de Thorn. Moi, ça me préoccupe. Parce que je n'ai plus de nouvelles de ma famille depuis que je suis là. C'est alors que Dr. Hedges et Justin reviennent pour exprimer que, en effet, ce sera un non, ils n'iront pas aider les parents de Jenny. Emportée par sa colère, Jenny décide quand même d'aller les sauver toute seule, mais est retenue captive par les rats de Nîmes. Le Dr. Hedges prépare donc une chambre pour Jenny. Ah, mademoiselle McBride, je vous ai préparé un lit dans l'observatoire. Edward, dans cet observatoire, on fait des recherches utiles à toute l'humanité. On a un matériel performant et très sophistiqué. Et exprime ses regrets quant au fait qu'il doit les garder captifs. Oui, les enfants, désolé de vous garder contre votre volonté. C'est à ce moment que Timothée interroge Jenny pour comprendre qui lui a parlé des rats de Nîmes et de la vallée de Thorn. Mais attends une seconde. Comment tu as entendu parler de Thorn Valley? Quand j'étais plus jeune, il y avait une petite souris dans la cage d'à côté qui racontait à mes parents comment les rats s'étaient échappés de Nîmes pour bâtir une cité appelée Thorn Valley. Et que si l'un d'entre nous parvenait à s'enfuir, nous pourrions évidemment compter sur leur aide et leur soutien. Mais comment tu as trouvé la ville? La souris m'a dit qu'il suffisait de prendre sud, puis ouest, puis sud. Martin disait ça. Depuis le temps, j'ai oublié, mais je crois qu'il s'appelait Martin. C'est alors qu'il sort une lettre de sa mère qui lui informe que Martin a disparu. Alors que je rappelle que... Moi, ça me préoccupe. Parce que je n'ai plus de nouvelles de ma famille depuis que je suis là. Bon, outre à nouveau cette incohérence, c'est à ce moment que l'on comprend que lorsque Martin est parti faire sa crise d'adolescence, il s'est fait capturer par Nîmes. Outre le fait que ça aurait été sympa de nous le montrer, la question que l'on se pose c'est mais depuis combien de temps Timothée a cette lettre? Le problème c'est qu'elle arrive comme un cheveu dans la soupe, parce qu'elle n'était pas mentionnée avant, et le film fait comme si de rien n'était en nous sortant cette information littéralement de nulle part. Alors il y a bien le début du film qui nous y préparait, mais la réaction de Martin ressemblait plus à une crise de bébé. Martin a toujours été dépeint par le grand frère qui fonçait tête baissée. Mais cette information sert de prétexte à pousser Timothée à rejoindre Jenny à sauver ses parents. Parce que, comprenez, la prophétie, tout ça, non, bah les couilles, il faut rajouter le fait que Martin soit fait enlever. Si on part du principe que la prophétie du début de film est purement métaphorique pour mettre en avant la relation fraternelle entre Timothée et son frère, parce que, attention spoiler, c'est là-dessus que le film se porte, qu'en expliquant que Nîmes qui reviendra capturer les rats fait en fait mention de Martin, ah et puis pourquoi je m'emmerde, le film il fait aucun effort, pourquoi est-ce que j'en ferais? Bref, Jenny et Timothée décident de s'échapper de la vallée de Thorn, en utilisant une ruse qui, ma foi, fonctionne, et en s'envolant en montgolfière. Mais je croyais que le Dr. Hedges a dit qu'il fallait éviter de faire ça pour éviter de se faire repérer par Nîmes, mais... Ta gueule! Ok, je m'étais. Donc Timothée et Jenny s'envolent en montgolfière sous un beau panorama, et instinctivement, devant un beau soleil levant, ils décident de se mettre en couple. Ah, le pouvoir du soleil levant. Créateur de couple depuis l'aube de l'humanité, ma gueule. Mais hélas, sont interrompus par le tournage de Bernard et Bianca au pays des kangourous. Mais hélas, sont interrompus par un aigle qui vient les attaquer. Ce dernier éclate les ballons, ce qui a pour conséquence de le faire échouer en pleine forêt. Je t'avais
prévenu, je t'ai dit que si on mourait, on est toujours en vie. Putain, j'aime comment Timothée a toujours l'impression d'être dans un autre univers. Mais pas le temps de se remettre de leurs émotions puisque l'aigle réattaque. Timothée et Jenny se retrouvent coincés à l'intérieur d'un tronc d'arbre abandonné, et c'est un nouveau personnage qui vient les sauver en faisant du didgeridoo avec le tronc d'arbre. Putain, mais ma blague avec Bernard Bianca au pays des kangourous s'avère être vraie. Étant complètement perdu, Timothée se rappelle du conseil de sa mère et décide de partir en route vers le Grand Hibou. C'est alors qu'il rencontre Cicéron, le nouveau personnage de ce film, qui accepte de les emmener voir le Grand Hibou. Pendant ce temps, chez les méchants du film... Nîmes, créateur de plaisir. Blague à part, c'est dans cette séquence que l'on découvre les intentions du professeur Valentin. Ah, bientôt je contrôlerai tous les animaux de cette planète et je serai le roi du monde. Of course! Après ça, Timothée et Ginny arrivent dans l'antre du Grand Hibou. Y a quelqu'un? Tu t'appelles comment? Joe! Nique ta mère, Joe! La scène fait ici référence et écho au premier film. Et après 30 minutes pas terribles du tout, enfin une connexion avec le premier opus. Souvenez-vous de cette scène, cette atmosphère, son danger, son rapport d'échelle. Et c'est donc avec un certain courage que Timothée s'enfonce dans l'antre pour parler au Grand Hibou. Eh mais non, c'était pas le Grand Hibou, c'était Jérémy qui avait fait une farce. Ah, qu'il est farceur, ce corbeau. Putain, t'as fichu mon corbeau de qui dans notre fichier de pute. Cela dit, cette scène est aussi là pour rappeler une autre scène du premier film, celle où Jérémy est capturé par les enfants de Brisby. Mais le problème, c'est que ça ridiculise complètement toute la scène avec le Grand Hibou, et en plus de ça, bah y a pas de Grand Hibou, puisque ici, le Grand Hibou est juste une parodie orchestrée par Jérémy et Cicéron. Si, l'autre connard de mille pattes, là. Donc on retient un des personnages qui pouvait être important pour l'histoire, et en plus de ça, on le ridiculise, mais en plus, on rend les conseils de Brisby inutiles. Putain, la seule connexion avec le premier film, envolée. Et quand je dis qu'il n'y a pas le Grand Hibou dans le film, je déconne pas, il n'y a pas le Grand Hibou dans le film. Alors je pense que l'idée principale était évidemment de ne pas copier le premier film, ce que je comprends. Mais faire des clins d'œil, c'est pas illégal. Bien entendu, le film va s'efforcer d'expliquer pourquoi en chanson. En quoi? Il t'apportera la chance, il te révélera tout. Quelle stimulation, quelle prédiction, j'ai le magique Maraïbou. Bref, après la supercherie révélée, notre quatuor arrive dans l'antre du mal. Et c'est là que je vais vous expliquer où est le problème. Comme j'ai expliqué dans ma première vidéo, Nîmes est une entreprise qui existe réellement. Fondée en 1949 et toujours active aujourd'hui, la société s'est spécialisée dans les maladies mentaux. Et évidemment, comment les soigner. Dans le premier film, le fait que des souris et des rats soient devenus intelligents est en fait une erreur de leur part. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent les récupérer, c'est une manière quelque part de réparer leurs conneries. Mais comme c'était un des thèmes du premier film, il y a évidemment une critique sur l'utilisation des animaux dans les expérimentations. C'était cependant fait de façon plus discrète, mais palpable. La critique nous était montrée de par ce qu'est devenu les rats et les souris. Mais le souci de ce deuxième opus, c'est que ça va tellement à fond dans le manichéisme, en mode « oui, on capture des animaux, on les transforme pour dominer le monde », qu'il y a un aspect complètement raté qui en ressort. Nîmes, c'est pas non plus les membres du Spectre dans James Bond. Et puis bon, qui irait financer des gars qui torturent des animaux pour dominer le monde? Waouh. Le quatuor arrive donc sur les lieux, mais lorsque Jérémy comprend qu'ils sont à Nîmes, décide tout simplement de les abandonner. Merci mec, on peut vraiment compter sur toi. Timothée et Jérémy se mettent donc en route pour explorer la tanière du mal et découvrent les scientifiques de Nîmes enfermés dans une cage se comportant comme des animaux. Comprenant que la situation devient critique, ils décident de se dépêcher. Mais voilà qu'une ombre mystérieuse semble les suivre. Arrivés près de la porte où sont retenues les souris prisonnières, ils sont attrapés par deux vilgredins qui ne sont en fait juste que Justin et son pote. Oui, j'ai dit son pote parce que je sais pas du tout comment il s'appelle. Justin explique que ce qui les a fait changer d'avis est qu'ils se sont rendus compte que Jenny avait parfaitement raison. Mais qu'est-ce que vous faites là? On a compris que Jenny avait raison. Les souris qu'on croyait mortes faisaient partie de l'équipe. Donc, on est venu les sauver pour les emmener à Thorn Valley. Quoi, t'es en train de me dire quoi, film de merde? Que le vote qu'ils ont fait il y a au moins 15 minutes de ça, c'était juste pour savoir si Jenny mentait? Non, parce que de la façon dont le film le dit, ça ressemble à ça, bref. D'ailleurs, comment ils ont pu vérifier si elle disait vrai ou non? Tout comme au début du film avec la mission de ravitaillement, Justin demande à Timothée de faire le guet. Et comme au début du film, Timothée ne va pas l'écouter, va n'en faire qu'à sa tête. Tu parles d'un parcours du héros? Sauf qu'à peine les parents de Ginny retrouvés, qu'ils se font tous capturer. Ah, ça serait tellement pas arrivé si Timothée avait fait le guet comme on lui avait demandé. C'est alors que tout ce petit monde se retrouve face au grand méchant du film qui est... Martin. Cela étonne tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, je veux dire uniquement Timothée, bien sûr. Hein. Et ce dernier lui demande ce qu'il s'est passé.
C'est alors que Martin va expliquer la raison de sa transformation en chanson. Putain de... Tout ça car notre père vient. En clair, Martin a subi des expérimentations du professeur Valentin qui lui ont fait vriller le cerveau. Et qui, par conséquent, l'ont rendu très méchant. Le twist est cependant bien amené, puisque, bien que dans l'ombre tel un savant fou, le professeur Valentin était clairement défini comme l'antagoniste. Du coup, savoir qu'il s'est lui-même fait avoir par une de ses propres expérimentations est un bon twist en soi. Reste à savoir comment est-ce que le film va le gérer. Puisque, comme vous vous doutez, le film a une explication quant au fait que Martin soit devenu le méchant du film. Mais avant cela, découvrons le plan machiavélique que Martin a concocté. Ce soir, c'est la pleine lune, et je vais détruire Tante Valet. Oh, mais ne t'en fais pas, je ne tuerai pas tous les prisonniers. J'en ferai seulement plein de petits soldats. Ah, c'est pour ça que Ginny disait qu'il allait se passer quelque chose à la pleine lune. Alors qu'en fait, c'était un plan de Martin qui est devenu le méchant principal à la surprise de tout le monde et que personne ne pouvait prévoir. Et que techniquement, Ginny ne devait pas être au courant de ce plan parce qu'à ce moment-là du film, c'était toujours le professeur Valentin qui était le méchant principal comme en témoigne cette scène. Et qu'en plus, l'objectif n'est plus du tout de sauver les rats de Nîmes, ni de sauver les parents de Ginny, mais c'est d'empêcher la destruction de Tante Valet. Et non pas par Nîmes, par Martin. Alors, à partir de ce moment du film, on a juste une toute petite question. Pourquoi rajouter une prophétie en traître jamais énoncée dans le premier film, si, pour le reste de l'histoire, tu t'en branles? Pourquoi nous emmerder en nous parlant de l'avenir de Timothée si tu t'en branles? Et que tu préférais écrire et nous dire tout et n'importe quoi? Pire encore que tu mets en place des éléments que tu vas contredire 2 secondes après. Sachant que tous ces éléments d'incohérence dont je suis en train de vous lister depuis le début du film sont les signes avant-coureurs d'un très mauvais scénario. Bref, calmons-nous parce que le film est toujours pas fini. Timothée est donc enfermé dans la même cage que son père jadis par Martin lui-même, et ne pouvant rien faire pour sauver les siens, décide de... Non, mais non. Je leur montrerai tout ce que je sais faire. Et quoi que j'accomplisse, je fais mal, quel supplice. Ta gueule, ferme ta putain de gueule. Bref, après une chanson insupportable... Putain, toi, arrête d'applaudir, sinon je vais t'arracher les 1000 pattes. Donc, Cicéron intervient pour aider Timothée à sortir de la cage. Mais après leur échange, Timothée se souvient que le maire lui avait passé les clés de Tante Valet. Pour le coup, c'est un élément qui nous a été montré dans la première chanson du film. Le seul truc, c'est que personne ne se douterait que ça serait utile à ce moment-là, mais bon. Timothée décide donc d'utiliser la clé de la ville pour ouvrir sa cage. S'ensuit une petite scène d'action où Timothée fait bizarrement preuve d'intelligence, et le voilà prêt à sauver Jenny et faire face à son frère. Qui est littéralement en train de commettre une agression sexuelle. Oh putain, je suis tellement content de voir Timothée, ça me rassure. Après avoir réussi à sauver Jenny, la confrontation entre les deux frères commence. Timothée interrompt le combat, essayant de faire raisonner son frère. C'est à ce moment que Martin explique ce qui l'a poussé à devenir un génie du mal. Écoute-moi, quoi que t'aies fait ce docteur, tu peux redevenir comme avant. Tu ne vois pas que j'aime ce que je suis devenu. Avant j'étais une victime. Maintenant c'est moi qui commande. Tu m'as humilié. Je m'en excuse. Mais bien sûr que tu t'en excuses. C'est facile de demander pardon une fois qu'il est trop tard. Ça, c'est pour tout ce que j'ai subi. Toutes les moqueries, toutes les méchancetés. Tu es mon frère. Tu ne peux pas me faire ça. Non, tu as raison. Quoi ? Comment Martin peut-il prétendre avoir été victimisé par Timothée, quand au début de ce film de merde, c'était lui qui victimisait Timothée, qui en plus humilié parce qu'il était jaloux que ce soit Timothée qui fut choisi par une prophétie qui on sait ne se réalisera jamais. Je lui ai dit de rester sur la route, mais il m'écoute jamais. Pour une fois, on est d'accord. Je suis plus grand et plus fort que toi. Les rats de Tante Valet avaient le choix entre les 2 fils Brisby. Pourquoi ils ont pris l'avorton? Pense à papa qui a donné sa vie pour les sauver de Nîmes. Parce que c'était un vrai héros, lui. La prédiction dit que je serais un héros, mais... Nicodémus le prophète prédit que les scientifiques de Nîmes reviendraient capturer les rats. Et que l'un des fils de Jonathan Brisby serait choisi pour les sauver. Mais rien du tout. En route maintenant, il t'attend. Quel destin! Tout le monde dit ça à longueur de journée, je ne sais même pas ce que je dois faire. Pour l'instant, personne ne sait ce qui nous attend. Non mais au début je disais ça pour blaguer, mais... Les mecs ils en avaient vraiment rien à foutre en fait. Ils se foutaient complètement de ce qu'ils écrivaient, c'est pas possible. C'est pas possible, on arrive en fin de film et ça ne fait qu'accumuler les incohérences. Chaque scène démolit un peu plus la cohérence de ce film. Et c'est pour ça que les gens ont détesté cette suite,
Outre le ton plus édulcoré et les chansons piquées à Disney, le scénario prend littéralement les enfants pour des cons. Ils essayent même pas de faire quelque chose d'intéressant avec. Mais le plus évident, c'est qu'ils ne respectent absolument pas l'ambiance et l'univers imposé par le premier film. Je ne vais pas non plus dire que le film pisse sur Brisby le secret de Nîmes parce que ce serait beaucoup trop exagéré, mais il se fout complètement de sa gueule parce que ce sont écrits par des personnes qui n'ont absolument rien compris du premier film. C'est le même effet qu'avec Le Fils du Masque, ça a été écrit par des personnes qui ont partiellement compris le premier film. Et quand je dis partiellement, je veux surtout dire qu'ils ont juste retenu le fait que le film était rigolo parce qu'il y a Jim Carrey qui portait un masque vert. Rajoutez à cela que la MGM voulait impérativement copier Disney avec ses directos vidéo. Et en termes de médiocrité, Le Secret de Nîmes 2 se place au même niveau que Le Retour de Jafar, une suite qui pourtant avait du potentiel, il faut quand même l'admettre, mais qui a été réalisée par la pire équipe possible. Au point même qu'il n'existe quasiment aucune information de making-of sur le second film. Parce que comme c'est mon habitude de tomber sur des films ou des jeux qui ont forcément eu un développement chaotique qui explique du coup sa qualité, j'avais pensé que cette suite avait subi le même sort, mais comme il n'y a aucune information, je ne peux pas l'affirmer. Et comme le réalisateur de ce film est juste un animateur lambda, il n'y a littéralement aucune information sur lui. Mais là, vous allez me dire... Mais TRJ, c'est bien beau que tu nous parles de la production du film, mais que se passe-t-il justement à la fin du film? Alors, vous m'excuserez, mais je vais vous le résumer très vite. Après avoir réussi à assommer Martin, ses troupes se préparent à envahir la vallée de Thorn. C'est alors que Timothée tente de prendre la voix de son frère pour indiquer une mauvaise position à la troupe, ce qu'il réussit par faire. Après quoi ils partent rejoindre Justin, aidé de Cicéron qui utilise ses mains pour ouvrir les cages. Et c'est là que tu comprends que lorsque Timothée essayait d'ouvrir sa cage avec la clé de la ville était parfaitement inutile, puisque Cicéron pouvait très bien s'en occuper, même si dans cette même scène rien ne nous indiquait que Cicéron pouvait ouvrir les cages. Alors que tout le monde s'échappe, un incendie se déclare et alors que Timothée est prêt à partir, se rappelle qu'il a laissé Martin derrière lui. Mais vraiment, si la canne maléfique de son frère n'était pas réapparue, il aurait totalement oublié Martin et l'aurait laissé mourir dans les flammes, sachant que son principal but était justement de sauver son frère. Timothée se lance donc à la rescousse de Martin. Enfin, le titre a du sens au bout de 1 heure de film, ce qui est un problème d'ailleurs. Non sans laisser un dernier baiser à Ginny comme s'il allait mourir. Le pouvoir du lever de soleil, rappelle-toi ma gueule. Il faut parfois suivre son instinct. Oui Timothée, sauf que je sais pas si t'as remarqué, mais tes poils sont en train de cramer. Donc au bout de 2 minutes de recherche, Martin finit par réapparaître purement par hasard. Donc c'est même pas Timothée qui le retrouve, c'est Martin qui le retrouve. Bon en fait j'ai éclipsé le passage où c'est que Timothée essaie d'échapper à 2 chats qu'il fait tomber au fond d'une cage d'ascenseur, mais c'est parce que j'en peux plus et je veux que ça s'arrête. Donc Martin retrouve Timothée en lui disant qu'il a oublié son lance-pierre, mais c'est un prétexte parce que le lance-pierre représente le lien fraternel entre les deux. Mais comme c'est traité par-dessus la jambe, bah écoutez on va faire de même. Donc Timothée maintenant essaye de se frayer un chemin parmi les flammes. Constatant qu'il n'y a aucune issue, Timothée décide donc de s'échapper à la même manière que Die Hard 2. Mais vraiment s'échapper en mode Die Hard 2. J'adore comment tout explose, on dirait un film d'action. Tout cela à bord de la cage de leur défunt père, avant que Jérémy ne les rattrape en vol. Tu sais bien que je ne laisse jamais tomber les amis. Où que tu sois, l'important c'est d'être ensemble. Oui, dit-il alors qu'il les a lâchement abandonnés à l'entrée de Nîmes. Putain, ça aussi c'est fou, Jérémy était beaucoup plus courageux dans le premier film que dans celui-là. Évidemment, je passe sous silence le fait que la petite amie de Jérémy a complètement disparu. Donc tout le monde est de retour sain et sauve à la vallée de Thorn, et font tous une fête en l'honneur de Timothée, sachant que la seule chose héroïque qu'il ait pu faire, c'est sauver Martin. Et pour enfoncer le dernier clou dans le cercueil de cette pauvre prophétie qui n'a rien demandé, c'est Justin en réalité qui a sauvé les rats de Nîmes. Oui, parce que quand il repense, ce n'est même pas Timothée ni même voir Jenny, c'est Justin qui les a sauvés. Donc à ce stade-là du film, je peux le dire, mais la prophétie énoncée en début de film n'a véritablement servi à rien. Il pouvait très bien juste dire que Timothée partait faire sa vie à la vallée de Thorn et ça aurait été le même film. Et j'ai même envie de dire que s'ils avaient pris cette option-là, le film aurait été beaucoup plus cohérent. Lors de la cérémonie, nous pouvons apercevoir une dernière fois et en caméo Brisby, dont je vous laisse admirer la scène, hein. Attention ça va vite. Regardez-le, c'est fou ce qu'il ressemble à son père. Quel beau coup. Putain ça m'en fout, quand tu vois tout ce que Brisby a fait dans le premier film et voir que dans cette suite elle est juste résumée à un simple caméo, franchement. Bref, on apprend au passage que Martin a pu retrouver ses esprits parce que le Dr. Edgez avait justement une potion qui permettait ça, dont d'ailleurs tu te rends compte qu'il avait assez de potions pour soigner tous les cobayes de Nîmes, hein. Cobayes de Nîmes dont je rappelle, mis à part les souris, sont tous morts dans l'explosion. Non, je ne déconne pas, ils sont vraiment tous morts dans l'explosion. Ah, c'était bien beau de critiquer Nîmes quand la seule idée scénaristique que t'aies trouvée c'est buter les animaux dans une explosion. Bonjour, je suis scénariste. Les deux frangins se rabibochent et Martin comprend son erreur, c'est-à-dire qu'il a compris que Timothée était le héros de la prophétie et pas lui, alors que bon... Est-ce que j'ai vraiment besoin de refaire un monologue dessus tellement c'est débile. Et le film se conclut sur l'ajout de la statue du Timothée à côté de son père avec l'inscription
Jonathan Brisby est fils. Parce que ça y est, Timothée est un véritable héros. Non mais vraiment, tout ce qu'a fait Brisby dans le premier film est balayé de la main dans cette suite. C'est officiel. Ce qui me fait penser qu'en version française, ça valait bien le coup de l'appeler la légende de Brisby. Mais faut pas voir le verre à moitié ensanglanté, enfin cette horreur est finie. Et putain de merde. Ce qu'il faut savoir sur le secret de Nîmes 2, oui je suis malade, ce qu'il faut savoir sur le secret de Nîmes 2, c'est qu'on a là l'exemple typique de la suite pensée uniquement pour engranger du pognon. Si vous avez prêté attention à tout ce que j'ai relevé durant cette vidéo, vous comprenez en quoi cette suite est détestée par absolument tout le monde. Cela ne respecte pas le premier film, le scénario est incohérent, les personnages sont juste insupportables, et vous voulez savoir une bonne blague? C'est qu'ils étaient 2 pour écrire ce film. Pas 1 2. Je sais qu'en règle générale, les suites sont généralement commerciaux. Spider-Man 2, Alien le Retour, Harry Potter et la Chambre des Secrets, mais ce qui faisait qu'on arrivait à les considérer comme d'excellentes suites, était que les films avaient un propos, avaient un thème et avaient même une patte artistique reconnaissable. C'est pas pour rien qu'on dit par exemple que Spider-Man 2 est le meilleur film de super-héros. Et pour ce qui est des directo-vidéo, c'est exactement la même chose. Prenez Fievel 3 et 4. Ils sont beaux être des suites des TV, ils arrivent quand même à avoir un minimum de propos très intéressants qui rendent le film juste génial. Le 4ème Fievel semble beaucoup plus simple par rapport au 3ème, dû au retour négatif qui considérait que Fievel 3 était beaucoup trop politique pour les enfants, alors que souvenez-vous, j'avais dit dans ma vidéo sur le film Fievel que justement dès le premier film on parlait d'immigration, donc techniquement on parle de sujets politiques. Mais au final, peu importe le format, de bonne suite, cela peut exister. J'avais évoqué le retour de Jafar qui est clairement une grosse merde, et puis de l'autre côté nous avons Aladdin et le roi des voleurs qui est juste excellent. Mais au vu des intentions et de la motivation de la MGM, il était plus qu'évident que le secret du Nîmes 2 ait un goût amer pour tous ceux qui le regardent, en plus d'être une totale insulte au premier film qui était littéralement une lettre d'amour à l'animation, là où cette suite est juste un prétexte pour ramasser beaucoup d'argent. C'est pour ça que depuis sa sortie jusqu'à aujourd'hui, il est considéré comme une des pires suites jamais réalisées. Clairement, et vous l'avez vu, le film ne fait absolument aucun effort. Bref, j'espère que ces vidéos vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.